Quels risques, quelles opportunités cette nouvelle forme soulève pour le citoyen européen? Pour répondre à ces questions, nous avons ce soir deux experts en la matière. L'un est juriste, l'autre est économiste. Ils essaieront au cours de ce débat de nous éclairer sur ces sujets au-delà de la technique, sur les aspects philosophiques et démocratiques que soulèvent ces nouvelles technologies. Notre premier intervenant est avocat au barreau de Paris. Il intervient tant en droit européen qu'en droit français, en matière bancaire. Il est spécialiste des domaines de la fintech, technologie financière en français, de la blockchain et des actifs numériques. Il a ou a été expert auprès de la Banque mondiale, de l'autorité des marchés financiers, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne. Il enseigne également le droit bancaire et financier et est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont le remarqué « Endettez-vous, plaidoyer pour une dette juste » aux éditions Première Partie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Maître Hubert de Vauplane. Notre second intervenant est économiste, professeur associé à HEC Paris. Ses travaux de recherche concernent les marchés de produits dérivés, le fonctionnement et la régulation des banques et des marchés financiers. Il a effectué des séjours de recherche dans plusieurs institutions prestigieuses telles que la Banque centrale ou l'Université Harvard. Il est également chercheur auprès de l'autorité de contrôle prudentiel de résolution où il travaille sur le risque systémique. Il vient de publier « Le temps de la démondialisation, protéger les biens communs contre le libre-échange », le voici, que vous pouvez acquérir ce soir, bien entendu. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le professeur Guillaume Vuillemet. Messieurs, pour lancer ce débat, je vous demande, si vous le voulez bien, de laisser cours à votre pensée afin d'introduire en 10-15 minutes chacun le sujet dont il est question aujourd'hui. Nous passerons ensuite au débat à proprement parler, qui durera une quarantaine de minutes, et une brève séance de questions d'une quinzaine de minutes. Hubert de Vauplane. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous pour cet accueil et ces mots gentils. On ne se refait pas, hein, surtout quand on est juriste, donc on aime bien savoir de quoi on parle. Et donc, avant de commencer à débattre entre nous et avec vous, il faut savoir quelle est la nature du débat. Donc, on vous a parlé de crypto-monnaie, on vous a parlé de monnaie digitale, on vous a parlé de Bitcoin. En fait, tout ça, il y a des ressemblances et des choses très différentes. Ce qui rassemble tout ce dont on parle, c'est de la technologie. Une technologie qui est née il y a une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus pour certains, une vingtaine d'années autour de protocoles informatiques qui ont été créés pour résoudre des problèmes au départ purement informatiques sur la sécurité des informations dans les messages qui sont envoyés dans ces systèmes informatiques. Donc la technologie dont on parle, ce sont des protocoles informatiques qu'on appelle des protocoles de blockchain ou décentralisés. Et ces technologies servent à plusieurs choses. Elles servent à la fois potentiellement, elle sert à la fois de support à quelque chose qu'on appelle des titres financiers numériques, des actions, des obligations. Donc ce sont des actions, ce sont des obligations. Simplement, ils sont représentés par un protocole de blockchain. Ça reste des actions, ça reste des obligations. Donc pour le juriste, c'est important. On parle ici pas de crypto, on parle d'actions ou d'obligations, mais qui sont enregistrées dans la blockchain. On appelle ça des titres financiers numériques. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle dans le langage courant les cryptoactifs ou les crypto-monnaies, qui sont donc des actifs numériques au sens juridique du mot, c'est-à-dire des nouveaux actifs, une nouvelle classe d'actifs, toujours assis sur des ou un protocole de blockchain, et qui représentent des droits qui ne sont pas des actions, qui ne sont pas des obligations, qui sont d'autres droits. Des droits sur, ça peut être un panier d'autres actifs, ça peut être des droits sur l'actif lui-même, mais en tous les cas, ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des obligations. Ce sont des actifs numériques, le plus connu étant bien sûr le Bitcoin, mais il y en a bien d'autres.
Et à l'intérieur de cette catégorie, on distingue ce qu'on appelle les actifs numériques natifs, ceux qui n'ont pas d'émetteur. Je prends le mot volontairement, comme le Bitcoin, on ne sait pas qui se cache derrière le Bitcoin. Et puis ceux dans lesquels où il y a un émetteur, où on peut identifier un émetteur, comme Ethereum. Mais dans les deux cas, ces actifs numériques servent à différentes fonctionnalités, du paiement ou de l'investissement, voire autre chose. Donc il y a souvent une double nature d'usage dans ces actifs numériques, paiement et ou investissement. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Après, vous avez une troisième catégorie qui sont juridiquement aussi des actifs numériques, mais qui ont une fonction purement monétaire qu'on appelle les stablecoins. Stablecoins, comme leur nom l'indique bien, ce sont des actifs qui représentent un actif stable et généralement le dollar, un petit peu l'euro, mais très peu. Autrement dit, pour les plus anciens, pour la publicité, ça leur parlera, ce sont des Canada Dry de monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie, au sens juridique du mot. C'est pas une monnaie légale. Ça représente de la monnaie, ça fonctionne comme la monnaie, ça a la goût et l'odeur, mais c'est pas de la monnaie. Donc, des stablecoins et qui ont un émetteur qui n'est pas une banque centrale. Et tous ces stablecoins utilisent aussi des protocoles de blockchain, il y en a plusieurs, etc. Enfin, la dernière catégorie dont on parle, c'est la catégorie qui nous rassemble, et c'est ça dont on va essentiellement parler. Il y a forcément des liens avec un petit peu les autres. Ce sont les monnaies numériques de banque centrale. Alors là, les monnaies numériques de banque centrale, c'est encore quelque chose qui est peu existant. Il y a moins d'une dizaine de pays et encore qui ont lancé une monnaie numérique de banque centrale. Il y en a 3 ou 4 uniquement qui l'ont vraiment lancé, dans des petites îles généralement. Les autres sont en format projet, notamment en Chine, même si c'est des projets qui sont en phase de test et qui existent. Mais on n'a pas, comment dire, il n'y a pas de grand pays qui ait totalement achevé ces programmes de test sur les monnaies numériques de banque centrale. Or, ces monnaies numériques de banque centrale, d'abord, c'est de la monnaie. Contrairement au Bitcoin, contrairement au stablecoin, c'est de la vraie monnaie au sens juridique du mot, c'est-à-dire que c'est un pouvoir libératoire, parce qu'on est ici un peu entre juristes, ce que n'ont pas les stablecoins et les autres crypto-monnaies, c'est un pouvoir libératoire, c'est émis par une banque centrale, donc c'est une institution qui a des pouvoirs et un cadre juridique clair, c'est pas émis par une institution privée, c'est émis par une banque centrale. Et par contre, ce qui distingue la monnaie numérique des banques centrales, c'est qu'elle est numérique, on en parlera un peu plus tard, et qu'elle n'est pas ni fiduciaire, c'est-à-dire billet de banque ou pièce de monnaie, ni scripturale, ce qui est inscrit en compte dans votre compte en banque. Donc c'est une nouvelle représentation de la monnaie qui n'est donc ni fiduciaire, ni scripturale, mais qui est numérique. On parlera plus tard, c'est quoi la différence finalement entre la monnaie numérique et la monnaie scripturale. Mais fondamentalement, ayez ça en tête, c'est de la monnaie émise par une banque centrale, mais attention, elle n'utilise pas de protocole blockchain généralement. Enfin, je dis généralement parce que les choses sont encore pas d'une grande clarté sur le sujet, mais quand on interroge au moins les grands banques centrales sans les interroger, elles le disent par elles-mêmes d'ailleurs, qui ont des projets assez avancés, comme la Banque populaire de Chine ou la Banque centrale européenne, la banque suédoise, la Banque centrale suédoise, etc. Les protocoles informatiques sont d'ailleurs encore en cours d'élaboration, cherchez le mot français, merci. Pour ceux qui sont en format de test, comme en Chine, il y a déjà quelque chose, mais ce n'est pas un protocole blockchain sous-jacent. Et donc, il n'y a pas de cryptographie généralement, et il n'y a pas de processus décentralisé dans le recours à la technologie sous-jacente. La décentralisation pour une monnaie légale, c'est sans doute un oxymore. Tout à l'heure, mais une monnaie de banque centrale, il y a le mot central dedans, hein, c'est pas pour rien. Donc, elle ne peut pas utiliser une technologie décentralisée. C'est plus qu'un oxymore, c'est même une incompatibilité. Donc, ce qui ressemble entre une monnaie digitale de banque centrale et un bitcoin ou un stablecoin, c'est qu'elles sont numériques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas représentées par un bout de papier, elles ne sont pas représentées par une inscription dans un compte, elles sont représentées par 0,1 ou 1,0, c'est-à-dire par un format numérique qui utilise un langage numérique qui est différent lorsqu'on parle de monnaie numérique de banque centrale ou lorsqu'on parle de Bitcoin. Ce n'est pas le même format de technologie.
mais ce qui les rassemble, c'est leur caractère numérique. Donc ne confondons, attention, hein, c'est très important, la technologie ne fait pas le droit, mais la technologie donne des indications sur les caractéristiques de l'instrument et donc derrière potentiellement les droits attachés ou les droits propres à l'instrument. Mais la technologie entre la monnaie numérique de banque centrale et la technologie entre les bitcoins et autres stablecoins, ce sont des technologies différentes. Donc ça, c'est pour revenir sur le cadre de définition. Ce soir, on va essentiellement parler des monnaies numériques de banque centrale. On ne pourra pas faire autrement, je pense, de parler un petit peu de stablecoin, parce qu'il y a bien un lien entre les deux. Mais on parlera un petit peu, sans doute aussi, des bitcoins, mais on parlera surtout des monnaies numériques de banque centrale. On parlera un petit peu aussi, excusez-moi, Hubert de Vauplain, on parlera d'un peu de cash. D'argent liquide. Oui, donc on va parler, de la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire. Un peu de crypto. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie décentralisée, justement, pourrait gagner un petit peu plus de soutien populaire ou autre chose, ou de regain populaire face à l'émission de ces monnaies. En tout cas, voilà, ce sera aussi l'objet de ce débat. Et alors, pour en terminer, pour qu'on continue vraiment un débat entre nous, un autre élément important, c'est un mot qui est sans doute pas très connu par tout le monde, les crypto-monnaies, ce que j'appelle moi donc juridiquement des actifs numériques, sont pseudonymes. C'est la différence avec l'anonymat. L'anonymat, enfin vous avez tous fait un peu de grec, j'imagine, donc il y a le A ablatif avant, hein, donc c'est ce qui ne peut pas être nommé. Donc l'anonymat, c'est je ne connais pas l'identité de la personne. Le pseudonymat, c'est encore du grec, hein, c'est je ne connais pas l'identité, mais je peux identifier finalement comment dire, en l'occurrence, j'identifie l'inscription dans le registre blockchain de l'actif lui-même. Donc j'identifie l'actif, mais pas l'identité de la personne qui détient l'actif. Les bitcoins, les actifs numériques sont pseudonymes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit sur un bitcoin Hubert de Vauplain. Sur un compte bancaire, il y a écrit Hubert de Vauplain. Dans la monnaie cash que vous utilisez, il n'y a pas sur votre billet de banque Hubert de Vauplain. Okay. Hein, mais dans la monnaie numérique de banque centrale, c'est toute la question, est-ce qu'elle sera anonyme ou est-ce qu'elle sera pseudonyme. Et là, on tombe sur les libertés. Et là, on tombe sur les libertés. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Maître de Vauplain, Guillaume Vuillemet, on vous écoute. Très bien. Déjà, merci à vous tous d'être là. Je pensais commencer un peu comme Hubert de Vauplain en posant des définitions et un cadre. Mais ce qui tombe très bien, c'est ce que je voulais dire est très complémentaire, merci, je crois, de ce qu'il a dit. Je crois qu'effectivement, il y a deux sujets très distincts. Le sujet des cryptos actifs, plutôt crypto-monnaies, est à mes yeux très différent du sujet monnaie numérique de banque centrale. On pourrait expliquer pourquoi. Et je pense que le sujet monnaie numérique de banque centrale est beaucoup plus important pour l'avenir que le sujet crypto-actif. Je pense que les crypto-actifs, pour le dire d'un mot, et on pourra y revenir, resteront des actifs plus que des monnaies, donc des produits d'investissement avant tout, davantage que des outils ayant un rôle de monnaie ou de paiement, et donc ça existera comme une niche d'actifs, mais je ne les vois pas être utilisés pour payer des salaires, pour payer des impôts, pour payer autre chose, on pourra y revenir. Par contre, les monnaies numériques de banque centrale pourraient changer complètement le paysage monétaire à horizon de quelques années ou quelques décennies. Mais ça peut arriver très vite. Et ce que je voudrais dire en introduction, et pour ouvrir aux enjeux que ça soulève, c'est expliquer avec le regard, pour cette fois-ci, de l'économiste, pourquoi est-ce que les monnaies numériques de banque centrale sont très différentes des monnaies qu'on connaît actuellement. Bien. Aujourd'hui, quand souvent le premier commentaire quand les gens ne connaissent pas le sujet, c'est de dire on a déjà des monnaies numériques vu qu'on le cash est assez marginal, c'est évidemment qu'un tout petit pourcentage de la masse monétaire. Votre salaire, vous ne le recevez pas en billet de banque, vous le recevez par un virement, donc vous dites c'est déjà numérique, en quoi les monnaies numériques de banque centrale vont changer les choses. Bon, c'est complètement différent. Quand aujourd'hui, si je fais un virement à Hubert de Vauplain, concrètement ce qui se passe, c'est que j'ordonne à ma banque
de virer 100 € sur le compte en banque d'Hubert de Vauplane. Et donc, on a un paiement qui passe absolument de manière fondamentale par des banques et par un système de paiement entre banques, et notamment par quelque chose qui est devenu relativement célèbre, qu'il était déjà pour ceux qui s'y intéressaient, mais depuis notamment les sanctions contre la Russie, qui est le système de paiement SWIFT, qui est le système par lequel les banques communiquent entre elles, et c'est un peu l'infrastructure des systèmes de paiement. Pour qu'il y ait des paiements aujourd'hui puissent se faire, les paiements sont des paiements avant tout entre banques, et donc il faut que les banques communiquent entre elles, et le système SWIFT, dont la Russie a été exclue, ou en tout cas dont beaucoup de banques russes ont été exclues, est un système qui permet cette communication sécurisée entre banques. Bien. Et donc l'essentiel des paiements sont des paiements entre banques. Bon. Ce que font les monnaies numériques de banque centrale, c'est potentiellement d'exister de manière complètement indépendante des banques commerciales. Au lieu, vous, d'avoir un compte avec vos avoirs auprès d'une banque commerciale, vous pourriez avoir des actifs directement auprès de la banque centrale. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a déjà des comptes auprès de la banque centrale, mais c'est uniquement les banques commerciales qui y ont accès. Si vous êtes, vous et moi, on a des comptes auprès de la BNP, la Société Générale, ce que vous voulez, et la BNP et la Société Générale ont des comptes, non pas, entre elles, mais ont des comptes auprès de la Banque centrale, en l'occurrence la Banque de France, qui héberge ces comptes, bon, même dans le cadre de l'euro. Bon. Et donc, aujourd'hui, seules les banques commerciales peuvent avoir un compte à la Banque centrale, et quand moi je fais un virement à Hubert de Vauplane, eh bien, si on est dans deux banques différentes, la banque va ordonner de virer 100 € de mon compte vers le sien, et puis sur le compte par exemple de ma banque, la Banque Populaire, à la Banque de France, eh bien, virera 100 € de réserve sur le compte, par exemple, de la Société Générale, s'il est à la Société Générale. Bien. Si on a des monnaies numériques de banque centrale, le fonctionnement est complètement différent, à savoir que si vous et moi, nous tous, avons directement un compte à la Banque centrale, eh bien, on peut faire des paiements sans plus avoir de recours du tout aux banques. Bon. C'est-à-dire que si j'ai un compte à la Banque de France, ou à la Banque centrale européenne, peu importe, qu'Hubert a un compte à la Banque de France ou à la Banque centrale européenne, eh bien, quand je veux virer 100 €, eh bien, ce serait un virement directement sur les comptes d'un compte de la BCE ou de la Banque de France vers un autre compte de la BCE ou de la Banque de France, et donc on aurait des paiements qui ne passent plus du tout par le système bancaire. Bon. Vous pourrez me dire, c'est assez technique, et en quoi ça va changer fondamentalement les choses? Il y a plusieurs implications. Je vais en citer 2 ou 3, et puis on pourra évidemment y revenir dans le débat. Oui, la première, c'est évidemment en termes question qui touche aux libertés. Ça veut dire que si les paiements passent tous ou en grande partie par la Banque centrale, qui est une autorité publique, potentiellement la Banque centrale peut observer l'ensemble des paiements dans l'économie. Ce qu'elle ne fait pas, ou beaucoup plus difficilement aujourd'hui. Bon, parce que précisément, quand on fait un paiement qui passe par les banques, ça passe par les banques privées. Donc les banques privées observent les paiements qu'on peut faire entre nous, mais la Banque centrale ne l'observe pas forcément. Pardon, c'est le secret bancaire qui protège les mouvements que font nos banques. Donc le secret bancaire qui peut être levé par l'autorité judiciaire, il me semble. C'est ça, il n'y a qu'un juge qui peut dire que on regarde ce qui se passe sur votre compte en banque. Exactement. Monnaie scripturale. Et donc là, il le regarde ponctuellement, c'est-à-dire que ça demande à les limiter. Il fait une demande précise à un instant donné et ça s'arrête là. Dans le donc temps, il y a une protection par le juge et dans le temps, effectivement, parce qu'elle est limitée. Alors, comme le dit Guillaume, là, c'est potentiellement illimité. Voilà. Donc là, ça veut dire que la BCE pourrait regarder tous vos mouvements d'actifs, tous vos mouvements... Potentiellement. Oui. Évidemment, les projets ne le diront jamais. Même la Banque centrale de Chine, qui pourtant le fait en grande partie, ne le dit pas complètement. Elle dit qu'elle fait de managed anonymity, donc de l'anonymat géré, si vous voulez. Voilà. Mais en principe, en tout cas, c'est un risque. C'est un sujet de débat. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important également, c'est qu'il y a une dimension géopolitique et juridique derrière tout ça. Pourquoi ? Je vous ai dit que dans le système de paiement actuel, tout presque, enfin en tout cas une très grande part des paiements passe par le système SWIFT. Bon. Donc l'infrastructure qui permet aux banques d'échanger entre elles dans le cadre de ces paiements. Bon. SWIFT, à l'origine, ça avait été créé pour être une structure coopérative basée en Belgique,
dont les actionnaires sont un très grand nombre de banques sur la planète, et ça avait été mis en Belgique avec l'idée de se dire la Belgique n'a pas franchement d'ambition géopolitique très forte, c'est pas une grande puissance impériale, et donc c'est un territoire qui sera plutôt neutre, et on pourra avoir une gestion de ce système de paiement qui sera relativement dépolitisée et en dehors des zones d'affrontement géopolitique, etc. Bon, ça a très bien marché, un très grand nombre de banques, je crois à peu près 12 000 institutions sur la planète sont membres de SWIFT dans quasiment tous les pays. Ça, c'était au début. Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis le début des années 2010, d'abord les États-Unis ont espionné de manière illégale SWIFT, et puis depuis le début des années 2010, il y a des accords explicites de partage de données entre les États-Unis et SWIFT. Et donc, pour beaucoup de pays du monde, SWIFT n'est plus du tout l'institution relativement neutre qu'elle était au début, mais est vue comme une infrastructure en grande partie américaine. Bon. Pourquoi c'est important ? D'abord parce qu'évidemment, l'information potentiellement peut se retrouver aux États-Unis. Et pour une deuxième raison, c'est que le dollar est évidemment la monnaie dominante dans les échanges à l'échelle du monde. Bon, si vous voulez acheter du pétrole, c'est assez facile de l'acheter en dollars et c'est plus difficile dans d'autres monnaies. Bon. Et les États-Unis, c'est un thème aujourd'hui bien connu, revendiquent une portée extraterritoriale pour leurs droits, c'est-à-dire qu'ils considèrent que même si, par exemple, nous deux, on n'est ni américain ni l'un ni l'autre, on va échanger des dollars sur le territoire français, et bien parce qu'on utilise des dollars, eh bien on est potentiellement soumis au droit américain. Bon. Et ça c'est très important parce que si la principale plateforme d'échange de dollars est considérée comme américaine, le contrôle relatif des Américains, des États-Unis sur SWIFT était un levier de puissance géopolitique absolument considérable pour imposer des sanctions. Bon. Si demain il y a un système de paiement qui n'a plus besoin de SWIFT, parce qu'il n'y a plus besoin de paiement entre banques, ou beaucoup moins de besoin de paiement entre banques, eh bien ce levier de puissance géopolitique et juridique, de facto, disparaît, ou en tout cas s'efface considérablement. Je finis en disant qu'il y a eu un rapport très intéressant de la Hoover Institution à Stanford, publié il y a peut-être un an et demi, préfacé par Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d'État américain au moment sous la période Bush, au moment de la guerre en Irak, qui dit aujourd'hui l'un des principaux enjeux géopolitiques pour les États-Unis, c'est le développement du yuan numérique ou du renminbi numérique, parce que si le yuan numérique prend suffisamment d'ampleur, eh bien, on pourra avoir une monnaie d'échange mondiale qui échappe très largement aux sanctions juridiques américaines et à l'extraterritorialité du droit américain. Donc il y a à la fois des enjeux de liberté, des enjeux géopolitiques qui me paraissent très importants. Géopolitique, mais vous l'avez dit, si on fait des échanges en dollars ou si on a une plateforme qui est basée aux États-Unis, on a le droit américain qui s'applique à nos échanges. Donc est-ce que ce ne serait pas finalement une bonne chose pour l'indépendance et cette souveraineté européenne dont nos dirigeants parlent, le lancement de l'euro numérique, peut-être une dédollarisation de l'économie européenne, cet euro numérique, qui pourrait totalement rendre indépendante, par exemple, la France ou l'Allemagne dans ces échanges. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Hubert de Vauplane ? On ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on est en Europe, souvent. L'Europe et l'Union européenne, à être plus précise, est l'une des rares régions au monde qui a une souveraineté quasi totale sur ses échanges et sur ses monnaies. Quand on regarde la carte du monde, que ce soit pour les paiements, que ce soit pour l'endettement, c'est-à-dire les prêts qui sont accordés, que ce soit pour les échanges commerciaux, la plupart de ces transactions se font en dollars. Les réserves des banques mondiales sont à 2/3 constituées en dollars et à une petite vingtaine de % en euros. Les échanges commerciaux internationaux sont globalement plus que 2/3 libellés en dollars. Et quand vous regardez plus précisément, dans la zone Amérique Nord-Sud, c'est plus de 85 à 90% qui sont libellés en dollars. Finalement, il n'y a que l'Europe et l'intérieur de l'Europe, de la zone euro, où on paye essentiellement, on s'endette, on paye, on échange dans notre monnaie. Vous allez dans la plupart des autres régions du monde, on
paye localement dans la monnaie locale, mais les échanges que vous faites avec les autres pays sont généralement en dollars. La Banque centrale a l'essentiel de ses réserves en dollars. Les entreprises et l'État s'endettent en dollars. Et ça, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et donc, je dis tout ça parce que l'euro numérique, il est piloté par la Banque centrale européenne, par une institution indépendante des gouvernements, une institution dont l'existence est dans les traités, et une institution qui n'a pas de rôle politique. C'est pour ça qu'elle est aussi juridiquement indépendante des pouvoirs politiques. C'est un côté très bénéfique, même si c'est remis parfois en cause. C'est un côté aussi, ça a ses limites, puisque ça n'a pas de légitimité. Oui, ça n'a pas de légitimité politique, tout simplement. Ouais. Et donc, là, on est maintenant dans le cœur du débat que je voulais évoquer et qu'on va évoquer. La décision de créer un euro numérique. Petite précision, on parle numérique et pas digital, hein, c'est-à-dire digital, c'est un anglicisme. Alors parfois, si je le dis, il faudra me corriger parce qu'en fait, on dit euro numérique, on ne dit pas euro digital. Voilà. Donc la décision de passer un euro numérique, c'est pas qu'une simple décision technique en disant tiens, je vais changer un petit truc par là dans la plomberie. Non, 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 ça a des vraies conséquences au niveau des libertés, ça a des vraies conséquences stratégiques, ça a des vraies conséquences géostratégique, et ça doit être une décision politique. Jusqu'à peu de temps, c'était encore vu comme une décision technocratique, c'est pas négatif dans ma bouche, c'est-à-dire de la seule main de la Banque centrale européenne. Heureusement, il y a eu pas mal de bruit autour de ça, et récemment, le Conseil européen a dit non, la décision de faire de l'euro, c'est pour ça qu'on va revenir sur la date, ça, ouais. La décision ou non de lancer l'euro, ce sera une décision politique, précédée par une décision technique du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui dira « Nous, en tant qu'institution technique, nous recommandons de lancer l'euro. C'est pas à nous de prendre la décision politique. » Et c'est important parce que, à la fin, l'euro numérique, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire l'euro numérique ? Au fond, pourquoi on a besoin de l'euro numérique ? Et donc, une fois qu'on pose la question, je complexifie un petit peu. Il y a deux types d'euros numériques. Comme il y a deux types de yuan numérique, il y a deux types de tout ce que vous voulez de monnaie numérique. Il y a l'euro numérique de détail, celui dont on parle beaucoup entre nous, celui du paiement de tous les jours, et sur lequel on a déjà vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence, et on y reviendra. C'est ce qu'on appelle l'euro numérique du quotidien, les pièces jaunes, si vous voulez. Bon, elles ne sont pas forcément, mais voilà, l'euro numérique du détail. Et à côté de ça, vous avez l'euro numérique de gros, l'euro numérique qui sert pour les transactions internationales, pour les marchés financiers. Et cet euro numérique de gros, il ne fonctionne pas de la même manière, ni technologiquement, ni dans son esprit, avec l'euro numérique de détail. Or, quand on écoute un certain nombre de gens, surtout les banques commerciales, pour les raisons que disait tout à l'heure Guillaume, elles ne sont pas très chaudes à l'idée de voir arriver un euro numérique de détail. Parce qu'elles perdent une partie de leur business, tout simplement. Et elles se disent, mais quelle est cette banque centrale qui vient marcher sur mes plates-bandes de mes relations avec mes clients ? Chacun chez soi, gardons ses poules, et puis on s'en portera pas mieux. Vous, Banque centrale, occupez-vous de politique monétaire, et laissez-moi ma relation avec mes clients, y compris pour distribuer du cash ou pour distribuer la monnaie scripturale. C'est pour ça qu'on a vu les Suisses, les banques suisses, alors on en parle beaucoup en ce moment, les banques suisses, la semaine dernière, avant la tempête bancaire, faire quelque chose d'incroyable. Les banques suisses sont mis d'accord pour émettre un stablecoin entre elles. C'est-à-dire, elles se sont dit, mais cette banque centrale suisse qui va nous émettre une monnaie suisse numérique, ça nous embête, on n'en veut pas. On va donc émettre notre stablecoin entre banques à nous. Pardon, c'est pas une forme d'entente, ça, quand même, qui est prohibée par le droit de la concurrence ? Pas forcément, non. C'est un outil commun. Enfin, je ne sais pas si c'est autorisé commun, mais la réponse est intéressante. C'est de dire, nous, banque commerciale, et on a bien vu dans le projet de la fédérale, enfin, qui n'est pas encore un projet, dans les projets américains, dans les réponses des acteurs américains, vous avez l'association bancaire américaine qui dit, on ne veut pas de dollars numériques. On ne veut pas de dollars numériques parce qu'on considère que... Alors, là-bas, il y a plusieurs sujets, parce que les États-Unis, c'est toujours plus compliqué. Il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a les libertariens, il y a les communautariens. Grosso modo, on ne vous l'a pas encore dit, mais tout ce qui concerne les actifs numériques, les bitcoins, c'est très libertarien, donc c'est-à-dire je déteste l'État. Hein, donc c'est une vision moins j'ai d'État, mieux je me porte. Donc ça, c'est les libertariens qui sont, par définition, totalement opposés au monde des banquiers centraux, qui sont très centralisés. Bref,
il y a quand même toute la frange républicaine qui rappelle régulièrement au président Biden que le lancement d'un dollar numérique ne sera pas sans l'accord du Congrès, c'est-à-dire les deux chambres, sans l'accord du Congrès, et le Congrès reçoit maintenant des réponses, à commencer des banques américaines, qui disent on ne veut pas vraiment de dollar numérique, au sens piège jaune. Maintenant, le dollar numérique de gros, l'euro numérique de gros, eux, ils ont un vrai projet potentiellement. C'est de préparer la bataille monétaire qui va avoir lieu avec la route de la soie numérique, pas la route de la soie tout court, la route de la soie numérique chinoise, c'est-à-dire la route de la soie où les autorités chinoises vont commencer à pouvoir dire à leur contrepartie « Payez-moi, endettez-vous en yuan numérique ». Vous n'avez pas vu, mais il y a un tweet qui est paru aujourd'hui très intéressant à la suite de la rencontre du président chinois et du président russe, dans lequel le président chinois et le président russe sont mis d'accord pour que le paiement en yuan se fasse entre les deux pays, et ça c'est dans le cadre de la... C'est fondamental. Exact, c'est fondamental. Alors, on n'est pas dans le yuan numérique, mais c'est la montée en puissance du yuan. Et alors qu'aujourd'hui, je termine là pour laisser parler à Guillaume, alors qu'aujourd'hui, je vous ai dit au début que l'essentiel du commerce international se faisait en dollars, mais le commerce sur le numérique, c'est quoi le commerce numérique? C'est les jeux, mais pas que les jeux. C'est tout ce qui est totalement dématérialisé. Les volumes aujourd'hui sont encore relativement faibles. Et la pensée politique des Chinois, elle est assez simple. Elle dit, je ne me positionne pas dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. Je me positionne avec le yuan numérique dans les 20, dans les 30, dans les 50 ans qui viennent. Et ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire combattre l'omniprésence du dollar dans le commerce international, puisque le dollar est bien établi, ben je vais essayer non pas de le combattre, mais de prendre ma place là où il n'y a encore rien, qui est finalement l'économie numérique. L'économie numérique, tout est à faire, tout est à prendre. Et la Chine se dit, mon yuan numérique, ça sera la monnaie de l'économie numérique. Et c'est ça la route de la soie numérique. Peu de gens voient que stratégiquement parlant, aujourd'hui, grosso modo, 20% du commerce est digital, pour prendre ce mot cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins numérique, mais dans les 15, 20, 30 prochaines années, ce sera plus de 50% du commerce qui sera numérique, et on aura donc besoin d'une monnaie numérique pour payer des biens numériques. Et là, la Chine se dit, c'est moi. Merci Maître pour cette intervention. Donc, je déborde sur les plates-bandes de Guillaume. Non, c'est très bien. Je voulais compléter. Je voulais compléter un peu, enfin, ce que disait Hubert était très intéressant sur le regard qu'ont les Européens et les Américains sur les monnaies numériques. Aucun des deux, je pense que ni les États-Unis ni l'Europe, en tout cas il y a encore très récemment, n'était très chaud pour se lancer là-dedans. Et je crois que pour bien comprendre ce qui se joue, il faut bien voir que la question se pose chez nous de manière très différente de la manière dont elle se pose en Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, en Europe, et c'est la même chose aux États-Unis évidemment, on est très habitué depuis très longtemps à tous avoir un compte en banque et à ce que l'ensemble des activités de paiement, de crédit, etc. passent par les banques. Bon. Sauf que ça, on oublie que ce n'est pas la situation générale sur la planète. Bon. En Chine, en tout cas jusque très récemment, la présence des banques dans toute la Chine rurale est absolument inexistante, en tout cas quasiment inexistante. L'essentiel des paiements se faisait hors du système des banques par des systèmes évidemment de cash et de crédit un peu informel, etc. Même chose en Afrique aujourd'hui. L'essentiel des Africains aujourd'hui n'ont pas de compte en banque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi est-ce que les monnaies numériques développées d'abord hors des banques centrales, par 2 entreprises que sont donc Alibaba avec Alipay et Tencent avec WeChat Pay, sont développés complètement en dehors du système bancaire. Aujourd'hui, l'essentiel des paiements en Chine ne se fait pas via les banques, qui sont quasiment inexistantes, en tout cas très limitées dans le système des paiements, se font par ces 2 applications que sont en gros le Amazon chinois, Alibaba, et le Facebook chinois, Tencent. Bon, c'est eux qui ont les 2 applications les plus importantes de paiement, et donc les Chinois ne sont pas passés du cash et de l'économie informelle aux banques comme on l'a eu en Europe ou aux États-Unis. Ils sont passés du cash et de l'économie informelle à un système de paiement sur téléphone via ces 2 applications mobiles que sont en gros le Amazon chinois et le Facebook chinois, Alipay et WeChat Pay.
Et donc les banques n'ont jamais joué un rôle très important dans le système des paiements. Bon. Et évidemment, en Europe, c'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partie, la décision de la Banque populaire de Chine de se lancer pleinement dans le renminbi numérique est motivée aussi par l'idée de reprendre un peu le contrôle là-dessus. Bon. Avec en plus l'idée que probablement c'est effectivement quelque chose de très important à moyen terme. Bon. Mais évidemment, la question en Europe ou aux États-Unis, mais se pose de manière complètement différente. On a des banques et globalement tout le monde, ou en tout cas quasiment tout le monde, a un compte en banque. Bon. Et donc évidemment, l'idée de développer un nouveau système qui dupliquerait les banques fait très peu plaisir aux banques, qui n'est pas un obstacle qu'il y a eu réellement en Chine, où Alipay et WeChat Pay ont pu se développer de manière extrêmement rapide, sans avoir quasiment aucune opposition de la part des banques. Bon. Et aujourd'hui, la réaction, ce qui motive notamment aux États-Unis et en Europe peut-être un peu moins, mais quand même aussi, je crois, la décision d'aller dans cette voie, c'est de se dire, on n'y va pas forcément de gaieté de cœur, on n'est pas si mécontent que ça du système de paiement tel qu'il fonctionne, mais par contre, il y a peut-être un saut technologique qu'on va rater complètement si on n'a pas d'euro numérique, et si demain, effectivement, les grandes monnaies sont des monnaies numériques de banque centrale et qu'il n'y a pas de dollar numérique ou pas d'euro numérique, eh bien, on sera dépassé technologiquement. Et donc, la principale raison pour laquelle les Européens ou les Américains aujourd'hui envisagent de développer ça, c'est plutôt par réaction pour se dire, il faut qu'on ait des infrastructures qui soient prêtes si jamais c'est effectivement la nouvelle forme de monnaie de demain qui se développe. Bon. Et là, aujourd'hui en tout cas, tant les États-Unis que l'Europe ont plutôt un retard par rapport à la Chine. La Chine a commencé à développer son renminbi numérique bien avant le dollar numérique ou l'euro numérique, qui ne sont aujourd'hui que des prototypes. Il y a un renminbi numérique qui est en place, alors qu'il y a des avantages ou des inconvénients, qui fonctionnent plus ou moins, mais qui globalement fonctionnent, et qui est couplé, comme le rappelait Hubert, avec une politique aujourd'hui de plus en plus volontariste de la Chine d'internationaliser le renminbi, avec évidemment des accords commerciaux payables en renminbi, avec pour la première fois tout récemment, là on parle de choses qui ont quelques années, une multiplication. C'est un peu technique, des accords de swap entre banques centrales, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un accord entre la Banque centrale européenne et la Banque populaire de Chine, donc une banque française qui aurait un besoin de financement en yuan peut potentiellement les emprunter directement à la Banque centrale européenne. Parce qu'il y a un accord entre la Banque de Chine et la Banque centrale européenne pour fournir des yuan à Francfort et des euros à Pékin. Bon. On a vu tout récemment, on voit gonfler les émissions obligataires en renminbi. Il y a des entreprises européennes qui aujourd'hui émettent des obligations en renminbi, ce qui est complètement nouveau, ce qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Et dernière chose, on parlait des nouvelles routes de la soie numériques, donc évidemment dans toute l'Asie centrale, avec des prolongements en Afrique. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, on sait par exemple que la Chine est l'atelier du monde pour beaucoup de choses, notamment pour les téléphones. Il y a aujourd'hui des téléphones qui sont vendus en Afrique, avec par défaut une application de paiement en renminbi numérique. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement une avance considérable qui est en train d'être prise potentiellement par la Chine dans ce domaine-là, et où effectivement les États-Unis comme l'Europe se disent on ne peut pas laisser tout ça se faire sans au moins réfléchir à nos structures, et donc c'est, je crois, un peu contraint et forcé que tant la Réserve fédérale que la Banque centrale européenne s'engagent sur cette voie. Moi, la question que je me pose, c'est les citoyens européens dans tout ça. Est-ce que le citoyen européen dans tout ça a son mot à dire ? Est-ce qu'il a son consentement quand même ? Il a son consentement, tout part du consentement. Est-ce qu'il a déjà consenti à l'euro, à la monnaie numérique, à la monnaie unique, pardon ? Est-ce que le Parlement européen, est-ce que les peuples des États membres de l'Union européenne auront leur mot à dire sur l'émission de cet euro numérique ? Est-ce que ça va se faire au niveau parlementaire des parlements nationaux ? Est-ce qu'on pourrait voir même un référendum des États membres, comme il y a eu sur le traité sur la Constitution européenne en 2005 ? Voilà. Est-ce qu'on pourra toujours finalement vivre à côté de cet euro numérique, même s'il est accepté par le Parlement européen ou les parlements nationaux ?
Alors c'est intéressant de regarder là-dessus les présentations de la Banque centrale européenne et dans une moindre mesure de la Commission européenne sur le processus dans lequel l'euro numérique sera ou non introduit au sein de l'Union européenne. La première chose qui est indiquée, c'est qu'il n'y aura pas de disparition du cash. Ça, on le dit partout d'ailleurs. Oui, complémentaire, on dit que ce sera complémentaire au cash. En fait, bien sûr, sauf que la tendance est quand même à la disparition du cash. La disparition, le mot est trop fort. À la diminution très forte du cash. On n'est pas dans les pays nordiques, mais on va s'en rapprocher. Mais il y a quand même le premier discours, on ne va pas du jour au lendemain ou à très court terme supprimer le cash. Le deuxième discours, parce qu'on est quand même dans une région dans laquelle les libertés publiques ont un sens, c'est de dire ce fameux anonymat ou pseudonymat dont je parlais tout à l'heure, c'est un point fondamental, notamment sur la protection des données privées et la protection des données personnelles. Donc il y a eu un sondage, un peu plus, une étude qui a été faite il y a déjà 3 ans par la Banque centrale européenne, d'où il ressort que le seul point d'attention des citoyens européens, c'est qu'est-ce qu'on va faire de leurs données. Alors, il y a tout un fantasme autour des données, parce qu'en fait, on ne connaît pas encore très bien la technologie sous-jacente qui va être utilisée par la Banque centrale européenne pour, j'en prends un mot qui n'est pas correct, encapsuler les données personnelles dans l'euro numérique. Le mot est mal choisi, parce que c'est pas comme ça technologiquement que ça sans doute se passerait. Mais ça donne une image. Quand vous prenez un billet de banque, vous avez beau mettre votre doigt dessus, il est tellement sale qu'on ne voit plus votre empreinte sur le billet. Il n'y a pas écrit, encore une fois, Hubert de Vauplaine dessus. Et quant à vos comptes en banque, pour le coup, il y a écrit... Bon. Et donc, l'euro numérique, jusqu'à quel point il sera anonyme ou pseudonyme ou nominatif. En fait, on s'aperçoit que la Banque centrale fait un discours là-dessus qui est très très prudent en disant « vous inquiétez pas, jusqu'à certains montants, l'euro numérique sera totalement anonyme, ça fonctionnera comme du cash. Au-delà d'un certain montant, tout comme aujourd'hui, on ne peut pas payer au-delà d'un certain montant sans montrer sa pièce d'identité, etc. Ben, ça sera de la même manière. Autrement dit, le discours est de dire « l'euro numérique, c'est du cash numérique. Donc ça devra fonctionner comme du cash, sauf que c'est numérique. » En fait, ce n'est pas totalement vrai, parce que derrière, vous avez la technologie. Encore une fois, la technologie permet des choses. Par exemple, il y a eu une décision très forte politique du Conseil européen qui est de dire l'euro numérique ne sera pas programmable. Ça veut dire quoi, programmable? Ça veut dire qu'on peut très bien technologiquement prévoir une monnaie qu'on appelle fondante. C'est-à-dire que plus elle est dans votre poche, moins elle vaut. C'est-à-dire que plus vous la gardez longtemps, moins elle a de la valeur. Première possibilité de la programmation. Une autre possibilité, ça sert à quoi? Ça sert à vous obliger à la dépenser, tout simplement. Ça sert à vous obliger à ce que vous avez dans votre poche, vous le dépensez. Donc pas d'épargne. Donc pas d'épargne possible. Exactement. Il y a déjà au Canada, il y a des billets de banque en plastique qui s'effacent au cours du temps. C'est un peu la même idée. Non, mais c'est vrai, ce qui ont été émis, mais c'est un peu la même idée. Et donc la deuxième programmation possible, c'est de dire on va flécher l'utilisation de l'euro. On dit on est dans la transition énergétique, dans tout ce qui voilà, c'est très bien. Au fond, quand je prête ou je fais des investissements pour la transition énergétique, je veux m'assurer que ça aille bien à la transition énergétique et pas que ça serve à autre chose. Et donc on va dire l'euro numérique va permettre de tracer de la création de l'euro jusqu'à son utilisation que ce dont il a été prévu en termes d'emprunt ou d'investissement serve bien à ça. Ça, c'est le côté positif de la programmation. Mais le côté négatif, mais qui peut être aussi positif, les allocations familiales vont servir qu'aux allocations familiales. Les primes de rentrée vont servir qu'à acheter des livres et pas aller au cinéma ou pas aller à faire une bouffe. Et donc, ça, c'est le côté plus négatif. C'est-à-dire qu'on va dire, tout ce qui est finalement paiement, on va pouvoir le surveiller et on va pouvoir s'assurer qu'il est bien utilisé pour ce dont il est prévu. C'est pas vraiment la mentalité européenne. Ça peut marcher éventuellement en Chine, mais pas en Europe. Donc, la décision, pas d'euro programmable. Et le cash n'est pas programmable. Donc, pas d'euro. Ça, c'est des points de décision. Maintenant, aussi, je termine là-dessus. Quel sera le rôle? Le citoyen, on ne lui demandera pas son avis. On lui demandera de toute façon. Okay. Non, on ne lui demandera pas son avis. D'ailleurs, non, il y a des parlements pour ça. Il y a des parlements pour ça. On le voit d'ailleurs. Oui. Non mais attendez, sinon on a une démocratie participative et pourquoi pas, mais à 450 millions d'habitants, c'est un peu plus compliqué. Oui, bien sûr. Bon, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, exactement. Voilà. Restons sur l'euro numérique et la crypto-monnaie. Donc je pense qu'il n'y aura pas de référendum. Voilà,
Voilà, on risquerait de dire non. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on va rester sur le sujet de la monnaie. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un vote des parlements nationaux. Mais on verra. Je ne suis même pas sûr. Mais j'espère qu'il y aura au moins un vote du Parlement européen. Et justement, c'est pour ça qu'on est là, pour explorer tous les enjeux démocratiques. Mais donc le Parlement européen s'est aussi saisi du sujet, mais de manière un peu... Bon. Donc le Parlement européen aura son mot à dire. Lequel, on ne sait pas très bien, parce que quand on regarde les pouvoirs du Parlement européen dans le fonctionnement de la Banque centrale européenne et dans l'euro, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le traité. Ils peuvent faire un rapport une fois par an. Il n'y a rien. C'est-à-dire que le problème, c'est que pour que le Parlement se prononce, encore faut-il qu'il ait le pouvoir de se prononcer. Mais si on dit le passage à l'euro numérique est une décision technique de la Banque centrale européenne, etc., ben que fait le Parlement? Donc en fait, on s'aperçoit qu'on voudrait bien... Si on voulait donner un pouvoir au Parlement, encore faut-il qu'il l'ait. Il ne l'a pas forcément. Mais j'espère que le Parlement aura le pouvoir de dire non, comme on disait avant. Ouais, non, mais... J'espère aussi, et je pense que la foule aussi espère aussi. Pour revenir sur un terrain un peu plus international, on voit que la guerre des monnaies se poursuit sur le terrain numérique. Aujourd'hui, c'est le futur, c'est l'économie numérique. On voit que les États-Unis veulent émettre le dollar numérique, il y a l'yuan numérique, il y a l'euro numérique qui arrive, il y a même la Russie qui veut faire un rouble numérique, même l'Inde. En fait, tous les pays veulent émettre une monnaie numérique. C'est le prochain créneau monétaire. Ces monnaies, elles sont rivales, mais on ne pourrait pas finalement assister un jour à une monnaie unique mondiale avec un 1 et un 0 et des taux de change qui n'existent plus. Je crois que je pense qu'il faut distinguer deux choses. Chaque pays, pour ses transactions, effectivement, tout à l'heure, Hubert distinguait très clairement, et c'est fondamental, les transactions de détail, nos achats quotidiens, etc. Et effectivement, si chaque pays du monde développe une monnaie numérique qui lui est propre, eh bien, cette monnaie numérique sera utilisée au quotidien pour ce genre de transactions quotidiennes. Par contre, la monnaie mondiale, je ne crois pas qu'il y aura une monnaie mondiale, mais par contre, il y en a quasiment une aujourd'hui avec le dollar. Parce que, comme on le disait, quasiment 70% des réserves de change sont en dollars, beaucoup des émissions obligataires sont en dollars, beaucoup des paiements, évidemment, de biens et services sont en dollars. Et donc ça, je crois qu'il y aura toujours une monnaie dominante. Bon. Et il y a de très bonnes raisons à cela. Il y a beaucoup d'économistes qui ont écrit là-dessus. Si vous voulez, pour échanger à l'échelle du monde, si vous avez 200 pays et 200 monnaies, on est un peu dans une situation de troc. C'est comme s'il y avait 200 biens et qu'on devrait chacun troquer. Donc, à l'échelle du monde, on est dans une situation de troc où il y a 200 monnaies. Bon. Et en fait, il y a des avantages considérables à n'avoir qu'une seule monnaie ou qu'un petit nombre de monnaies qui ont un pouvoir d'achat à l'échelle du monde de manière beaucoup plus générale. Bon. Et historiquement, en tout cas sur les 2 derniers siècles, on a eu 2 grandes monnaies. On a eu la livre sterling au 19e siècle, enfin quasiment jusqu'en 45, même si dès la fin du 19e, elle était déjà un peu affaiblie. Et puis le dollar depuis 1945. Bon. Donc le dollar reste aujourd'hui très très fort. Probablement il y aura une dédollarisation un jour, mais je crois que c'est ni pour avoir une fragmentation complète, ni pour avoir un projet de monnaie mondiale qui a existé. En 44 à la conférence de Bretton Woods, il y a eu 2 projets qui se sont affrontés. Ouais. Il y a le projet de Keynes qui était le projet du Bancor, ce qu'il appelait le Bancor, qui était un projet précisément de monnaie mondiale, et les Américains, Keynes donc évidemment était anglais, et les Américains, le secrétaire américain Dexter White à l'époque lui dit mon petit est bien gentil, mais ce sera le dollar. Bon, et on peut penser qu'il y aura toujours des puissances qui géopolitiquement seront dominantes et qui auront intérêt à imposer leur monnaie à l'échelle du monde, ou en tout cas à faire prévaloir. Les avantages sont considérables. On parle souvent du privilège exorbitant du dollar, formule qui, paraît-il, on doit à Giscard d'Estaing quand il était ministre des Finances. Réalisez bien la chose suivante: si on paie aujourd'hui, si tout le monde paie son pétrole en dollars, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le cours du pétrole du baril est de $100, ça veut dire que avant d'acheter un baril, il faut que vous fournissiez $100 de biens et services aux États-Unis ou à quiconque les vendra en dollars pour récupérer un billet de $100 qui vous permet d'acheter ce baril de pétrole. Si vous êtes les États-Unis,
il vous suffit d'imprimer 100 $. Bon. Donc c'est très différent. Dans un cas, vous fournissez 100 $ de biens et services pour acheter un baril de pétrole. Dans l'autre cas, vous imprimez un billet de 100 $ et vous avez le baril de pétrole. Et pourquoi est-ce que seuls les États-Unis peuvent se permettre ça? Précisément parce que tout le monde sur la planète veut acheter des dollars, veut des dollars. Aujourd'hui, toutes les entreprises beaucoup des grandes entreprises qui ont une épargne très importante, une grande part est détenue en dollars. Une grande part de ceux qui veulent épargner à l'échelle du monde des sommes importantes, c'est en dollars. Donc il y a une demande très forte de dollars. Et même si les États-Unis émettent beaucoup de dollars, le dollar ne s'affaisse pas autant qu'il s'affaisserait autrement. Bon. Donc l'avantage qu'ils en retirent est absolument considérable, et ce sera les mêmes avantages que retireront une autre puissance dominante dans 50 ans, quand les États-Unis seront plus autant dominants. Donc pour ces raisons-là, je crois que le scénario dans lequel on aura une autre puissance dominante qui peut prendre le dessus, la Chine ou d'autres, j'en sais rien, me paraît beaucoup plus probable. Beaucoup plus probable pour peut-être une domination d'une autre monnaie, alors le yuan numérique, en tout cas de ce qu'on a entendu récemment. J'ai une question pour Maître de Vauplane. Est-ce qu'on peut réellement parler de monnaie numérique centralisée lorsqu'on sait que la Banque Centrale Européenne a choisi 5 grandes entreprises pour développer l'euro numérique? C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que les banques étaient bien mécontentes de voir ce projet d'euro numérique centralisé parce que ça leur retirait... ça empiétait sur leur plate-bande, ça leur retire leur prêt carré auprès de leurs clients. Là, on voit que la BCE a choisi CaixaBank pour les peer-to-peer online payments. Donc, je vous expliquerai peut-être que c'est Worldline, EPI, et pour les paiements en e-commerce, Amazon. C'est étonnant ça, Amazon, qui est un GAFAM américain, qui va s'occuper des paiements en e-commerce, de l'euro numérique. Bon, ça c'est une erreur politique de Banque Centrale, hein, ce qui montre bien que sont des techniciens et pas des politiques. D'ailleurs, ils ne sont pas payés pour être politiques, ils sont payés pour être des techniciens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été allés voir ceux qu'ils estiment être les meilleurs dans ces domaines-là. Non pas pour leur fournir à la Banque centrale la technologie, mais pour voir les cas d'usage de l'euro numérique. Enfin, quand on a une banque centrale, en général, une banque centrale européenne qui crie sur sa souveraineté, on ne va pas choisir un fournisseur américain. C'est comme si on avait demandé à la Fed d'aller choisir un fournisseur français pour faire des cas d'usage, ou européen sur un cas d'usage de dollars numériques. C'est donc une erreur politique qu'a faite la BCE, au point que les parlementaires européens, si ça va quelque chose, s'en sont émus. Ça n'a pas forcément servi plus, mais ça n'empêche. Donc, attention, là, c'est pas la technologie dont on parle, c'est pour tester des cas d'usage, comment ça fonctionne. Okay. Voilà. Bon. Le problème, c'est qu'on sait toujours pas la technologie qui est sous-jacente. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours un grand vide, et quand vous discutez avec les gens de la BCE ou de la Banque de France, c'est toujours ouvert, la technologie. Ouais. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y aura plusieurs acteurs privés. Après, est-ce qu'il y aura des acteurs non européens? Des acteurs privés qui vont écrire le code, écrire le protocole qui va servir de sous-jacent technologique à l'euro numérique. Parce que la Banque Centrale Européenne n'a pas, il n'y a pas de technicien ça n'existe pas. On n'a pas les compétences, donc il y aura forcément, c'est pas son job. Donc il y aura des attributions de marché, alors probablement pour ça. Vraisemblablement, et très même certainement. D'accord. Guillaume voulait dire quelque chose? Je crois que c'est très fondamental. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les problèmes sont très très compliqués techniquement. Je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais donner un exemple. Dans tout système de paiement, il y a un problème très basique, mais très, très dur à résoudre qui se pose, ce qu'on appelle le problème du double paiement. Bon. Si j'ai quelque chose qui est virtuel, eh bien, comment on est sûr que je ne le promets pas à la fois à Kevin et à Hubert? Bon. Eh bien, historiquement, le cash résulte très simplement quand on a un objet physique. Eh bien, si je donne à Kevin, je ne l'ai plus personnellement, et donc je ne peux pas le donner à Hubert. Ouais. Mais quand je veux des monnaies qui ne sont que des jeux d'écriture, la monnaie scripturale, c'est des écritures, eh bien, comment est-ce qu'on s'assure que je ne promets pas la même écriture, les mêmes 100 € qui n'ont aucune existence physique, tangible, à Kevin et à Hubert? Bon. Évidemment, tout ça est résolu techniquement, historiquement, en ayant un intermédiaire central, qui était la banque ou d'autres institutions agréées, les conservateurs de titres, etc., l'équivalent d'un notaire, si vous voulez, enfin, qui joue pour la monnaie ce que fait un notaire pour les biens immobiliers, et qui dit, en permanence, je garde une trace centralisée de qui est propriétaire de quoi. Dès qu'il y a un paiement, je crédite et je débite, et donc on s'assure qu'il n'y a pas de double paiement. Bon. Ça, très bien. Mais imaginez maintenant la chose suivante. Bon, vous êtes dans un système de monnaie numérique,
Et vous êtes dans un taxi et il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion Internet. Bon. Ou vous passez 3 jours sans connexion Internet. Bon. Et il faut quand même que vous puissiez continuer à payer pendant ces 3 jours. Bon. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que... Parce que pendant 3 jours, vous ne pouvez pas envoyer un signal à une partie tiers qui va garder un acte, un record, on va dire entre guillemets notarié, évidemment c'est pas un notaire mais l'équivalent d'un notaire, comme quoi vous n'avez pas de... Donc comment est-ce que pendant ces 3 jours où j'ai pas internet, je vais m'assurer technologiquement que je vais pas promettre la même somme à Kevin et à Hubert. Bon. Et ben c'est très compliqué. Alors apparemment ça se résout. On me l'a expliqué, mais je vous avoue que j'ai pas tout compris. Mais c'est algorithmiquement, technologiquement, un problème extrêmement compliqué. Comment on s'assure qu'il n'y a pas de double paiement si vous êtes hors ligne pendant un assez long moment? Bon. Et évidemment, pour que une monnaie numérique soit comme du cash, eh ben, il faut qu'elle soit utilisable aussi quand vous n'êtes pas connecté à Internet. Et donc, il faut quand même s'assurer que dans ce moment-là, il n'y a pas de double paiement. Et ça, c'est très compliqué. Donc, c'est évidemment pas la BCE n'a pas d'ingénieurs, enfin, ou très peu. Donc, je pense qu'il y a très peu d'entreprises sur la planète qui sont capables de produire ce genre de solutions technologiques de manière efficace, de manière fiable, etc. Donc, ça pose évidemment des questions technologiques très, très importantes. En parlant de cash, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. C'est l'idée de la corruption. Aujourd'hui, le cash, c'est pas traçable et on peut facilement cacher des actifs grâce au cash. Le coût de la corruption est évalué à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale, selon l'avocate et présidente de l'association Anticor, Elise Van Beneden. C'est ce qu'elle a dit en octobre dernier. Est-ce que l'euro numérique pourrait régler ces problèmes de corruption par sa traçabilité, justement? Est-ce que, grâce à son contrôle accru par la Banque centrale, on verrait enfin une lutte sérieuse contre la corruption? Et une deuxième question, finalement, est-ce qu'un système corrompu et ses protagonistes ne seraient-ils pas finalement les meilleurs alliés des libertés parce qu'ils voudraient faire perdurer le cash? C'est une question, maître de Vauplanne. En tous les cas, c'est l'un des arguments mis en avant par les banques centrales, et à commencer par la BCE, qui est de dire un euro numérique permettra de lutter contre le blanchiment, le financement du terrorisme, les fraudes, etc., etc. Donc ça, c'est le côté positif de la pièce. Puis il y a le côté négatif. Comment ça permet de lutter? Ça veut dire que vous avez donc accès à l'information. Donc jusqu'à quel point, on en revient à la discussion de tout à l'heure, vous avez accès à cette information. Comment vous allez, comment sont respectées les libertés et sur les informations qui vont circuler via l'euro numérique. Et là-dessus, à part pour l'instant des déclarations de principe sur lesquelles moi j'accorde pour l'instant foi, parce que justement, on l'a vu, la technologie n'existe pas. Donc il y a quand même une prise de conscience, il y a quand même une volonté très forte de la BCE de faire très attention sur ces questions. Qu'est-ce que la technologie sous-jacente permettra? Je ne sais pas. Qu'est-ce que la technologie sous-jacente chinoise permet? Ça, on sait. Elle permet de tout voir. Moi, je me suis lu les 35 pages, c'est pas en chinois parce que je parle pas mandarin, mais traduit en anglais ou 35 ou 40 pages sur les caractéristiques du yuan numérique. Il y a juste une phrase à un moment qui est très intéressante où il faut lire entre deux lignes. C'est pas uniquement, effectivement, manager, gérer l'anonymat, mais c'est de dire, bon, quand on lit tout ça, on se dit mais c'est formidable, ça respecte tous les grands principes démocratiques et tout qu'on voit partout ailleurs. Il y a juste une phrase. Sous réserve, alors quelle est, c'est sous réserve de l'ordre public chinois, un truc comme ça. L'ordre public. Voilà. Donc en fait, les banques publiques de Chine ne peuvent rien faire, sauf lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public. Donc elle peut tout faire, bien évidemment. Et il faut trouver ce membre de phrase tout petit dans ces 35 phrases, dans ces 35 pages. Et là, vous avez compris pourquoi. Parce que donc ça a été dessiné technologiquement pour avoir l'accès. Et après, on dit, j'ai pas accès, mais c'est quand même dessiné technologiquement. Comment sera dessiné technologiquement l'euro pour savoir si la BCE ou n'importe qui a accès à l'information? On ne sait pas. On a pour l'instant des déclarations d'intention qui est de dire cet accès sera sauvegardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Voilà. La réponse, elle sera dans la technologie. Ouais. Mais la technologie permet de tout faire. Donc, attention. Pour revenir un petit peu à l'actualité, on a vu des effondrements bancaires récemment. Bon, c'est pas des grandes banques systémiques, mais quelles pourraient être,
Non, vous n'êtes pas d'accord. Quel pourrait être, par exemple, professeur Vuillemet, quel est l'impact finalement sur les crypto-monnaies, sur les actifs numériques de ces récentes faillites bancaires comme la Silicon Valley Bank, la Signature Bank, le rachat du Crédit Suisse par UBS. Quel est l'impact sur les crypto-monnaies ? Je pense que pour le coup, c'est deux sujets assez séparés. Je pense, la faillite de la Silicon Valley Bank, pour le coup, je connais vraiment très bien parce que je m'y suis vraiment plongé dedans. Ouais. Ça n'a vraiment aucun rapport. Enfin, c'est vraiment lié à deux choses qui sont quand même néanmoins assez intéressantes. La première, c'est que c'est une banque qui n'avait quasiment que des dépôts d'entreprises, non pas des dépôts de particuliers. Donc quand on parle de panique bancaire, c'est vraiment des grandes entreprises qui ont des dépôts non pas de 10 000 euros, mais de dizaines de millions ou de centaines de millions, voire de milliards d'euros, et donc des acteurs très sophistiqués qui, de coup, ne sont pas couverts par la garantie des dépôts et donc ont extrêmement d'incitation à changer d'un clic leurs dépôts. Et c'est pour ça qu'ils ont pu perdre 40 milliards en une journée, avec des actifs qui étaient très mal gérés, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment peu de rapport avec le monde des cryptos. C'est vraiment deux sujets très, très séparés, je pense. Peu d'impact. Et est-ce qu'on peut risquer, par exemple, est-ce que les détenteurs de cryptoactifs peuvent craindre une chute de la crypto-monnaie avec l'euro numérique, par exemple ? Moi, je pense que je pense que c'est très différent. Je pense que aujourd'hui, les cryptos, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, les crypto-actifs, le Bitcoin, tout ce que vous voulez, il y a quelques années, moi, j'ai jamais cru personnellement. On nous disait ça va remplacer les monnaies, etc. Les monnaies publiques, entre guillemets, sont très mal gérées, donc elles seront remplacées par le Bitcoin. J'ai toujours pensé que ça n'arriverait jamais pour de très bonnes raisons. Les monnaies publiques, entre guillemets, ont des avantages absolument considérables du point de vue des États. J'imagine assez mal un État dire « Demain, vous pourrez payer vos impôts en Bitcoin ». Non, vos impôts, vous continuerez à les payer en euros, même si l'euro est très mal géré. Donc, si demain, telle monnaie est très mal gérée, un pays continuera toujours à dire « Vos impôts, vous devez les payer en euros, en dollars, etc. » Bon. Parce que vous devez payer vos impôts et que les fonctionnaires, les allocations, etc. seront en euros, eh bien, vous voudrez un compte bancaire en euros, vous voudrez votre salaire également en euros. Et donc, en fait, c'est très difficile pour ces monnaies-là d'exister autrement que marginalement. Et donc, ce qui explique deux choses, qui explique que le seul usage, entre guillemets, monétaire du Bitcoin, par exemple, soit effectivement des activités occultes, interlopes, on va dire, de trafic, etc. Ou alors dans les pays qui ont de l'hyperinflation, dans les pays qui, effectivement, si vous êtes au Zimbabwe ou dans quelques pays qui ont effectivement un taux d'inflation extrêmement élevé, là, il peut y avoir un usage monétaire, mais dans beaucoup d'autres pays, je ne vois pas d'usage monétaire, donc ça continuera à exister comme actif pour diversifier un portefeuille, pour investir, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gérants d'actifs auront 1 ou 2% de leur portefeuille en Bitcoin ou équivalent. Mais je vois pas ces actifs-là jouer un rôle monétaire, et je pense pas que ça changera radicalement le jour où il y aura un euro numérique. C'est vraiment des choses très différentes, et le nom même de crypto-monnaie, en fait, est assez trompeur. Donc on restera toujours sur quelque chose de plutôt marginal, sur les crypto-actifs décentralisés, et on va venir sur quelque chose de majoritaire, finalement, avec les monnaies numériques de banque centrale. Quitte à peut-être voir disparaître le scriptural, en fait. Non ? Non, ça date depuis Hammurabi, donc je crois que le scriptural a encore pour le coup de longs jours devant lui. Oui. Le fiduciaire un petit peu moins, mais pas à la vision d'une vie humaine, voire même de 2 générations. Je pense que c'est voilà. Donc non, il y aura coexistence. Le vrai sujet pour la Banque Centrale Européenne, c'est l'accepter. Vous avez commencé par la confiance. On doit terminer, si vous voulez, par la confiance. Par la confiance, c'est vraiment ça. Pourquoi j'utilise l'euro ? Parce que d'abord, j'ai pas le choix. Et ensuite, parce que j'ai quand même confiance, malgré tout, dans la Banque Centrale Européenne. Malgré tout. Mais est-ce que je vais avoir confiance dans une monnaie dont on me dit pas grand-chose aujourd'hui sur le respect de mes libertés ? On me dit des choses, mais je ne suis pas capable de m'assurer. Bon. Et donc, le grand défi de la Banque Centrale Européenne, c'est de savoir si l'euro numérique va être utilisé. Par exemple, on s'aperçoit qu'en Chine, il y a 200 ou 250 millions d'utilisateurs du yuan numérique, parce que c'est pas distribué partout. En fait, il est assez peu utilisé. En fait, les Chinois, Monsieur Wang, appelez-le comme vous voulez, l'équivalent de Madame Michu, finalement,
on a l'impression qu'il ne fait pas tellement confiance au yuan numérique. En tous les cas, quand on regarde les statistiques de la Banque populaire de Chine, il y a une utilisation beaucoup moindre que ce qui était anticipé. Et c'est ça le défi de la Banque centrale européenne. Est-ce que l'euro numérique va être un succès ou un fiasco? Parce que personne n'en voudra. Et ça, personne n'a la réponse à la question aujourd'hui. Ben merci beaucoup à vous deux pour ces éclairages. Peut-être Monsieur Vuillet, un dernier mot sur ce que vient de dire Maître ou... Non, mais je crois que c'est absolument central. C'est-à-dire que ce qui peut éventuellement faire bloquer l'adoption de ces monnaies numériques, c'est vraiment la question, je pense, de l'anonymat et de la confiance. Beaucoup des banques centrales ont réellement peur que si elles développent l'euro numérique, il ne marche pas. Alors sur les questions un peu de mise en œuvre, il y a un dernier point qui me paraît assez important. C'est vrai qu'on disait en Chine, finalement, les banques n'ont pas joué le rôle aussi important dans les paiements et dans le crédit qu'elles jouent en Europe ou aux États-Unis. Et il y a une vraie question de design côté européen ou américain, qui est de se dire, est-ce que la BCE développe un euro numérique qui serait complètement extérieur aux banques ? Donc, par exemple, gérerait les comptes que nous pourrions avoir directement à la BCE, ou est-ce que ces comptes nous seraient offerts via les banques commerciales? Et très vraisemblablement, c'est la solution qui serait retenue. Ce serait beaucoup trop coûteux d'avoir un système. Déjà, je ne pense pas que la Banque centrale européenne ait envie de gérer nos comptes particuliers. Et puis, je ne pense pas qu'elle ait non plus envie d'avoir en tout cas, peut-être pas un effondrement, mais en tout cas une rétractation trop considérable du système bancaire le moment venu. Donc probablement que l'euro numérique nous serait offert via des banques, et en parallèle de notre compte bancaire comme on a aujourd'hui, on pourrait avoir un compte en euro numérique. Et pour conclure, une des raisons, semble-t-il, alors pour lesquels le renminbi numérique n'est pas autant adopté que par exemple les comptes de WeChat Pay ou d'Alipay, c'est aussi parce que jusqu'à présent, je crois, la Banque centrale de Chine n'a jamais rémunéré les dépôts en renminbi numérique, là où Alipay ou WeChat Pay peuvent aussi les rémunérer. Donc ça peut être un élément qui peut aussi expliquer ça, mais effectivement c'est un vrai sujet sur l'acceptabilité qui va se poser. Ben c'est ça, c'est la confiance, le consentement, l'acceptabilité. Et ben merci messieurs pour ce débat. J'espère que on va passer maintenant aux questions du public, si vous le voulez bien. Donc, y a-t-il des questions? Oui, madame, c'était la première. Allez-y. Peut-être, ouais. Il y en a quelques-uns. La Russie a essayé de développer quelque chose qui n'a pas vraiment pris d'ampleur. La seule vraie alternative, c'est le système chinois. Qui gagne un peu en importance chaque année. Je crois qu'il y a aujourd'hui un peu plus de, à peu près 1500 banques qui sont membres de l'alternative chinoise à SWIFT, contre à peu près entre 10 et 12 000 pour SWIFT. Alors en termes de volume, ça reste très limité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de volonté chinoise de faire tomber SWIFT. D'ailleurs, il y a des accords entre SWIFT et l'alternative chinoise à SWIFT, mais ça va croître progressivement. Je crois que ça fait partie de la stratégie à long terme de la Chine pour avoir déjà une alternative, pour échapper de plus en plus et pour attirer de plus en plus de volume sur les marchés en renminbi. Je crois qu'aujourd'hui, un des grands débats qui a lieu au sein de la Chine, c'est le débat entre ceux qui voudraient garder un contrôle d'échange très important. Et évidemment, tant que la Chine garde un contrôle très important sur le yuan, donc avec des contrôles de capitaux et un contrôle d'échange, le yuan ne peut pas être une monnaie mondiale. Aujourd'hui, si vous allez voir votre banque et vous demandez des dollars, vous les aurez. Si vous demandez des renminbi, vous les aurez pas ou très difficilement. Bon, donc tant qu'il y a ces contraintes, eh bien le yuan ne pourra pas détrôner le dollar, tout simplement. Ce sera pas ce sera pas possible. Et il y a un gros lobby en Chine qui ne veut pas internationaliser le yuan, notamment tout le lobby exportateur. Si vous êtes exportateur en Chine, vous n'avez pas du tout intérêt à ce que le yuan soit échangé librement, parce que si c'est échangé librement, il serait considérablement revalorisé par rapport à son cours actuel, et donc les exportateurs chinois seraient du jour au lendemain beaucoup moins compétitifs.
Donc les exportateurs chinois, qui sont évidemment un lobby très puissant dans un pays qui est intégralement fondé sur l'exportation, enfin très, très largement fondé sur l'exportation, ne veut pas de tout cela. Bon. Et il y en a d'autres qui disent, bah, quand même, il faut quand même arriver à donner un rôle mondial plus important au yuan, et donc ça se fait petit à petit, mais ça prendra comme probablement un peu de temps. Oui, mais uniquement en Russie. Et personne dans le monde, hors de Russie, ou quasiment personne ne l'utilise. Donc disons, ça reste absolument marginal. Donc ça n'a pas de rôle, monétaire à l'échelle du monde. Ça a un rôle au sein de la Russie, mais ça n'a pas de rôle réel à l'échelle du monde. Alors qu'il est en tout cas. Une autre question, peut-être. Peut-être monsieur là, oui, c'était le deuxième. Peut-être Maître de Vauplagne. Pas à ma connaissance. Non. Je ne sais pas, mais pas à ma connaissance. On n'en a pas filtré. La question, c'était sur la sécurité. Hein. C'était sur les cyberattaques. Sur le VAN numérique, ou pas à ma connaissance. Il est bien évident que plus on centralise, plus ces données ont de la valeur et plus potentiellement ça peut attirer d'attaques. Donc je crois qu'il n'y en a pas eu effectivement aujourd'hui. Alors en Chine, qui est à peu près le seul, outre effectivement les petites îles des Caraïbes qui l'ont adopté, mais aujourd'hui il n'y a pas d'euro numérique ou de dollar numérique qui fonctionne. Mais le jour où ça sera en place, effectivement, on peut penser que ça aura beaucoup de valeur pour des hackers. Donc d'où les questions très complexes qui se posent. Monsieur là-bas, avec les lunettes. Messagerie, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, tous les systèmes de paiement comprennent le système SEPA, CoreFR ou alors le système Target, fonctionnent sur un modèle tel qu'on a donc, le système en lui-même. Et puis on a des membres directs qui sont reliés au système et des membres indirects et puis des entités financières non bancaires qui sont obligées de passer par un membre indirect qui lui-même est connecté à un membre direct. Pour moi, l'enjeu en fait, c'est que demain, cette infrastructure-là de tous les systèmes de paiement, elle n'existera plus. On va avoir des entités financières non bancaires qui pourront avoir accès directement au système. Et c'est l'infrastructure en fait qui va tomber. Il n'y aura plus de membres directs, membres indirects. Il n'y aura que des membres directs. Mais les banques commerciales telles qu'on les connaît seront là en fait pour le jeu miroir. Il y aura la banque centrale. Elles deviendront toutes des membres directs. Il n'y aura plus que des membres directs. Et ce sera des comptes miroirs. Moi, je l'analyse comme ça. Je ne sais pas si vous partagez mon analyse. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on était jusqu'à maintenant, tous les systèmes reposaient sur un modèle adhérent direct, adhérent indirect et puis client. Et on va passer maintenant avec des adhérents directs du système. Je vais faire une réflexion d'un ancien banquier. Parce qu'en tant qu'avocat, j'étais banquier. Enfin, j'étais aussi avocat, mais bref. Ça coûte cher, tous ces systèmes. Et c'est dans les bilans des banques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer d'un trait les dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés sur les systèmes SEPA, Target 1, Target 2, etc. etc. Donc je suis prêt à faire un pari avec vous, comme quoi c'est pas demain la veille que ces systèmes vont disparaître. Parce que ça coûterait trop cher dans le bilan des banques, et pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, la BCE ne souhaite pas fragiliser les banques. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que l'euro numérique, dans sa version pièce jaune, c'est-à-dire de détail, ce sont des montants très faibles en total. Donc, pour les montants plus importants, on aura toujours besoin des infrastructures déjà existantes. Et ma troisième réflexion qui est liée aux deux premières, c'est tant qu'il n'y a pas d'usage de l'euro numérique de manière importante, donc s'il n'y a pas beaucoup d'usage, il n'y a pas beaucoup de montants. S'il n'y a pas beaucoup de montants, ce que vous décrivez ne va pas arriver tout de suite. Donc je pense qu'il va se passer 10, 15, 20 ans avant que ces systèmes dont vous parliez, ces infrastructures, soient, remises en cause.
personne aujourd'hui ne se dit on ne va pas moderniser Target 2, ni CEPA. Non, on continue de moderniser Target 2 et CEPA. C'est-à-dire qu'on se projette déjà dans un euro numérique, mais dont les volumes seront suffisamment faibles pour ne pas impacter les infrastructures existantes, non pas pour qu'il ne faille pas les impacter, mais c'est que l'euro numérique restera. On revient aux agrégats monétaires, si vous voulez. C'est du M1. Hein, c'est-à-dire que l'euro numérique, c'est du cash numérique. M1, je suis désolé de faire un cours d'agrégat monétaire avec Guillaume qui est quand même économiste, mais l'essentiel de la masse monétaire, c'est M3. C'est donc le fiduciaire et surtout le scriptural. Donc, si on considère que l'euro numérique, c'est du cash numérique, c'est dans la masse monétaire M1, c'est très faible. L'essentiel continuera d'être en scriptural. Donc, il y aura toujours des infrastructures. Voilà, pardon pour ce cours et de banquier et d'économiste. C'était un peu technique sur... Peut-être une dernière question, ouais. Une dernière question, peut-être. Parce qu'actuellement, pour moi, les crypto-monnaies, elles sont exemptes de beaucoup de règles juridiques. Actuellement, le droit européen les classifie pas comme instruments financiers, comme titres financiers négociables, et Bitcoin n'est pas vu comme émetteur. Pour moi, il y a beaucoup de privilèges. On parle de privilèges des banques. Pour moi, le plus grand privilège, c'est qu'en fait, les émetteurs de crypto-monnaies ont un privilège exorbitant de ne pas être soumis aux règles qu'un émetteur normal serait soumis. Par exemple, si moi je suis émetteur en tant qu'entreprise, j'ai des règles de transparence, j'ai des règles de contrôle. Si je dois émettre des titres financiers qui sont négociés à la bourse, j'ai des contraintes de fonds propres, des contraintes de contrôle, des contraintes de franchissement de seuil. Et tout ça, en fait, les émetteurs de crypto-monnaies en sont complètement exemptés. Non. Pour moi, c'est pas vrai. Non. Dans MiCA, le futur règlement européen, non. Non. Je vous réponds non. Sur la question des règles. Vous lirez les 363 pages de MiCA. Non, les 363 pages de MiCA. Non, je vous dis non. Vous lirez les 363 pages de MiCA. Un émetteur d'actifs numériques devra faire un white paper, et ce qui est l'équivalent d'un prospectus. Un émetteur d'actifs numériques autres qu'un stablecoin sera aussi soumis à des règles de transparence, de la même manière qu'un émetteur de titres. Et si l'émetteur d'actifs numériques se transforme en émetteur de stablecoin, il devra en plus avoir l'autorisation de la Banque Centrale Européenne et soumis à toutes les règles prudentielles des banques. Donc, non, quand vous êtes un émetteur d'actifs numériques comme le Bitcoin est un mauvais exemple parce que c'est comme Nabila, il n'y a personne au bout du fil. Mais si vous êtes un émetteur d'actifs numériques et que vous émettez un actif numérique, vous serez soumis à des règles de transparence et de prospectus. Mais MiCA, c'est dans 18 mois, si vous voulez, c'est demain. On va pouvoir continuer, si vous voulez. Nos intervenants nous rejoignent pour le cocktail et vous pourrez leur poser de plus amples questions. Merci encore d'être venus ce soir et d'avoir assisté à ce débat. On espère qu'il vous a plu.